Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter les facteurs qui sont impliqués dans la douleur qui persiste. Avant de commencer, j'aimerais déclarer des liens d'intérêt puisque je suis formateur dans le domaine de la douleur où je donne la formation Gérer la douleur pour ces trois organismes de formation et cela pourra peut-être éventuellement perturber un peu mon jugement. J'espère que vous prendrez du plaisir à regarder cette vidéo. La première notion importante à comprendre sur la douleur, c'est qu'elle est multifactorielle. Imaginez là, sur la route et là, tout à coup, accident de voiture. Deux personnes se percutent et, chose rarissime, voire même impossible, elles ont exactement la même fracture. Les secours arrivent sur place, un urgentiste va voir le premier accidenté et lui dit « Rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes mains, j'ai l'habitude. » Donc l'urgentiste produit de la réassurance et des attentes positives chez le premier accidenté. Un deuxième urgentiste va voir le second accidenté et lui dit « Waouh, 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 oh la vache, voilà. Des fractures, j'en vois tous les jours, mais pas des aussi moches. Hein. » En plus, c'est la victime de l'accident, elle n'est pas responsable et elle trouve qu'il y a de l'injustice dans ce qui lui arrive. La question que je vais vous poser est donc, quelle personne est le plus susceptible d'avoir le plus mal? Normalement, sans trop de réflexion, vous me répondrez le deuxième accidenté à droite alors qu'elle a exactement la même fracture. En pratique clinique, ce que ça donne pour une douleur multifactorielle comme une lombalgie à plusieurs facteurs peut être décrit par le papier de Cholwicki et ses collègues de 2019. Ils ont fait en réalité une modélisation mathématique, donc là il ne s'agissait pas d'une vraie lombalgie, c'était pour déterminer ce qui se passe dans les lombalgies à 2, 3, 6 ou 12 facteurs. Lorsqu'on les traitait un seul facteur d'une lombalgie à deux facteurs, on avait une réduction des douleurs que de l'ordre de 50%. Okay, on ne traitait pas tout. Lorsque l'on avait une lombalgie à trois facteurs, par exemple une inflammation, du catastrophisme, c'est un facteur psychologique, et un manque de sommeil, traiter un seul de ces facteurs n'apportait que 33% de réduction des douleurs, en supposant évidemment que ces facteurs avaient une importance égale. Pour une lombalgie à 6 facteurs, ça a encore plus descendu parce qu'on améliorait seulement de 17% les douleurs, et c'était même descendu à 8% pour 12 facteurs. Et donc, en traitant deux facteurs pour une lombalgie à deux facteurs, les auteurs sont partis du principe qu'on améliorait 100% des douleurs. Et 66% des douleurs pour une lombalgie à trois facteurs, ainsi de suite, pour voir qu'on avait quand même une amélioration vu qu'on traitait plus de facteurs. Plus on traitait de facteurs, du coup, dans ces modélisations mathématiques, plus on avait d'amélioration. Là, par exemple, à 5 facteurs, les résultats étaient franchement meilleurs. 100%, 100%, 83%. Donc l'idée, c'est de traiter en fait le plus de facteurs possible dans la douleur, au cas où il y en aurait beaucoup. Et donc, avec toutes ces histoires de facteurs, est-ce qu'on peut quand même trouver la cause? En réalité, on ne parle pas d'une cause, mais de facteurs contributeurs à la douleur. Prenons un exemple pour bien comprendre ça. Une jeune femme de 33 ans, unipare, souffrant de douleurs lombopelviennes depuis 1 an et demi, avec des débuts des douleurs au 6e mois de sa précédente grossesse. Donc les éléments de l'anamnèse vous indiquent vers une potentielle contribution de l'articulation sacro-iliaque à ces douleurs lombopelviennes. Donc vous décidez d'appliquer les méthodes d'évaluation, par exemple qu'utilise Mark Laslett, c'est-à-dire qu'il commence par des mouvements répétitifs du rachis, type Mackenzie, pour essayer de déterminer s'il n'y a pas une source nociceptive, plutôt au niveau des rachis lombaires, comme le disque par exemple. Et si vous ne trouvez pas d'amélioration notable, que ce soit en topographie, c'est-à-dire pas de centralisation des douleurs, c'est-à-dire qu'elle ne se rapproche pas du centre, ou en intensité, la personne ne décrit pas de changement de ses douleurs stable à la répétition d'un mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mouvement qui va faire qu'elle s'améliore à chaque fois qu'on va le répéter. Là, vous pouvez dire, il n'y a sûrement pas de contribution des éléments du rachis, ou peut-être qu'il y en a une, mais qu'on ne sait pas. Dans ce cas-là, vous allez vous dire, tiens, c'est peut-être une bonne occasion d'utiliser le cluster de test de Laslett, qui en fait a pour objectif de mettre de la contrainte mécanique dans l'articulation sacro-iliaque et observer la réponse. Donc le cluster se déroule en 4 tests. Un test de distraction, un test de thrust fémoral, de compression et de thrust sacré. Vous faites les deux premiers tests. Si les deux sont positifs, vous pouvez dire qu'il y a une contribution. Sinon, vous pouvez faire d'autres. Et si vous avez au moins 2 tests positifs sur 4, vous pourrez conclure que éventuellement, il y a possiblement une contribution des sacro-iliaques mécaniquement dans la douleur du patient. Vous pouvez trouver plus d'informations sur cette méthode d'examen des sacro-iliaques sur le billet de blog de Joshua Lavallée, que vous pouvez trouver sur kinefact.com.
Ça veut donc dire que si tout ça c'est positif, qu'on a écarté le rachisme et qu'on a quand même des sacroiliacs, nos sensibilités accrues. Donc pas que l'articulation est la cause des douleurs, mais que, en tout cas, cette articulation va générer plus de nociception et donc plus d'informations qui arriveront au cortex cérébral, ce qui va augmenter le risque d'avoir une réponse douloureuse, mais ça n'est pas obligatoire. La sensibilité, elle peut s'expliquer que des médiateurs inflammatoires, des nocicepteurs, réduire leur seuil de sensibilité et si augmenter leur activité spontanée, c'est-à-dire l'activité de base des nocicepteurs qui, comme les cellules du cœur qui se contractent et qui envoient des décharges en permanence seules, les nocicepteurs ont cet effet pacemaker aussi, et il est perdu, sauf en cas de sensibilisation périphérique, qui fait que des décharges aléatoires viennent se déclencher de manière spontanée. En plus, des cellules qui étaient des nocicepteurs qui n'étaient pas mécanosensibles à la base, qui ne répondaient pas aux contraintes mécaniques, vont commencer par répondre aux contraintes mécaniques. Ce qui fait que vous devenez de plus en plus sensible. Et il y a un autre facteur périphérique du coup qui peut expliquer ce maintien là, c'est que si on prend une articulation, on prend la gaine synoviale, on voit qu'il y a une sorte d'infiltration d'un macrophage dans les parois synoviales qui viennent entretenir cette inflammation. Sinon, cela peut vouloir dire, en dehors des facteurs périphériques, qu'il existe une plus grande sensibilité nociceptive dans la corne postérieure de la moelle à ce niveau. Ici, synapse. Donc ici, vous pouvez voir une synapse qui se fait entre le neurone nociceptif primaire en bleu foncé et le neurone nociceptif secondaire en bleu un peu plus clair. Donc, de cette exercice, ce qu'on appelle une sensibilisation ou une potentialisation à long terme de la synapse. L'efficacité de la synapse va devenir plus grande. On parle de sensibilisation homosynaptique parce que c'est la même synapse qui est touchée. Et dans ce cas-là, donc du coup, on va pouvoir avoir un effet beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'avec la nociception de base qu'on avait naturellement dans le corps humain, elle sera suffisante pour déclencher un grand lot d'informations qui arrivent au niveau du cerveau, du cortex cérébral, et donc ça va augmenter les risques de déclencher des douleurs. Mais c'est pas tout. À force d'activation aussi, le neurone nociceptif secondaire va activer de nouveaux récepteurs, les récepteurs au glutamate, qui fait que toutes les autres synapses qui rentrent en contact avec lui vont elles aussi être sensibilisées. On parlera alors de sensibilisation hétérosynaptique. Et ce qui fait que du coup, on va avoir un faible élargissement de la zone de mécanosensibilité. C'est-à-dire que la mécanosensibilité, rappelez-vous que c'est la sensibilisation à la mécanique, c'est-à-dire que les contraintes mécaniques déclenchent des sensations. Et ben, ça va s'élargir, mais de très peu suite à ça. Ici, on va dire que c'est l'équivalent de 1 cm autour de la zone de base. Et donc, du coup, il y aura possiblement un élargissement de la zone douloureuse proportionnel à cet élargissement de la zone de mécanosensibilité. Cette potentialisation à long terme, elle peut être déclenchée par les stimulations nociceptives répétées ou, on veut dire, encore possiblement déclenchée par des facteurs cognitifs. Tout ça, c'est de l'avis d'experts. Parce qu'il n'y a pas que ces deux possibilités-là. Le cas de cette patiente unipare peut éventuellement être expliqué également par une facilitation de la nociception descendante qui viendrait contribuer à cette sensibilité ou cette douleur dans la région lombopelvienne. C'est-à-dire qu'au niveau du tronc cérébral, il existe des zones, des régions, des mécanismes qui existent pour venir augmenter la sensibilité nociceptive, en tout cas au niveau de la synapse, au niveau de la synapse entre le neurone nociceptif primaire et le neurone nociceptif secondaire. Donc une fois que cette voie descendante descend, là, comme ça, on va trouver une augmentation de la zone douloureuse. D'accord ? Cette zone douloureuse, elle va devenir plus grande. La zone mécanosensible va devenir plus grande. Mais ça peut être encore autre chose. On peut également expliquer une partie du cas par une diminution de l'inhibition descendante. C'est un mécanisme qui est exactement l'inverse.
C'est-à-dire que toujours au niveau du tronc cérébral, il existe une autre voie qui permet de diminuer la sensibilité. Et celle-ci, elle n'est pas spécifique à un étage, c'est-à-dire que la diminution de l'inhibition descendante va toucher tous les étages simultanément. Donc quand on va avoir une perte, une diminution de cette inhibition descendante, on va avoir donc non seulement une douleur au niveau de la région sacroiliaque, mais aussi une douleur un peu étendue partout. Et du coup, c'est des personnes qui, quand vous leur demandez d'écrire sur un body chart les douleurs qu'ils ont eues il y a 2 semaines, toutes les douleurs qu'ils ont eues au cours des 2 dernières semaines, ils vont pouvoir mettre des croix un peu partout. Dans ce cas-là, on trouvera des signes d'hyperalgésie étendue, c'est-à-dire qu'on trouvera des douleurs un peu partout dans le corps, comme c'est décrit sur le body chart d'avant. Ça peut même aller jusqu'à une hyperalgésie induite par les exercices, c'est-à-dire que les exercices qui sont normalement censés diminuer les douleurs vont commencer à les augmenter. Katinsoka pense même que c'est un facteur qui est impliqué dans la chronicisation des douleurs et qu'il faut donc faire de l'activité physique pour empêcher la douleur de se chroniciser. S'il y a une hyperalgésie induite par l'exercice, cela va compliquer la tâche de la rééducation, c'est-à-dire que le patient, à chaque fois qu'il va faire des exercices, il aura plus mal, il va faire des petites flambées derrière. Et donc il faudra faire de l'exercice quand même pour pouvoir désensibiliser, désactiver cette zone du tronc cérébral qui est un peu inhibée pour plutôt la réactiver et ainsi du coup diminuer cette hyperalgésie induite par l'exercice et réactiver les hypoalgésies induites par les exercices. Ou on peut encore trouver d'autres facteurs impliqués, comme par exemple un syndrome inflammatoire de bas grade. Donc il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer ce syndrome inflammatoire, mais je me suis arrêté à 2 facteurs aujourd'hui. L'axe hypothalamo-hypophysaire, le système de réponse au stress, peut être dérégulé chez certaines personnes. Le système de réponse au stress fonctionne de cette manière. L'hypothalamus, l'hypophyse et le cortex adrénal sont impliqués. En réalité, du coup, il y a par une cascade de relâchement d'hormones, de libération d'hormones. L'hypothalamus va relâcher la corticotrophine releasing hormone qui va activer l'hypophyse, qui va relâcher de l'adrénocorticotrophine hormone qui, du coup, ultimement va finir par lâcher du cortisol. Ce cortisol va avoir une action de rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire qu'il va diminuer l'activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Cette diminution, quand la personne est sensible et que du coup elle est soumise régulièrement à du stress, va entraîner en fait un hypocortisolisme. Donc à force de relâcher du cortisol, il va y avoir beaucoup moins de cortisol dans le sang par rétrocontrôle. D'où, le cortisol étant un anti-inflammatoire naturel, le syndrome inflammatoire de bas grade. Mais on peut également penser aux opioïdes qui peuvent activer les cellules gliales et être responsables d'un syndrome inflammatoire de bas grade. Même s'il est bien démontré chez l'animal, il est difficile de faire le lien chez les êtres humains, du fait des limitations dans les études, du fait des biais dans les études qui utilisent les opioïdes dans le traitement médicamenteux. Toutefois, il semblerait que les opioïdes sont bien identifiés comme pouvant contribuer aux douleurs de manière assez importante au niveau des céphalées par abus médicamenteux. Donc un patient qui aura un syndrome inflammatoire de bas grade se présentera avec des réactions excessives à des stresseurs banaux. Par exemple, simplement se penchant en avant peut déclencher une grosse douleur chez cette dame-là qui sera maintenue pendant peut-être 1 jour, 2 jours. Ce qu'on appelle un flare-up, une flambée des douleurs, une exacerbation des douleurs. Elle n'est pas expliquée biologiquement à l'heure actuelle. Il pourra également présenter une sensibilité de la sphère viscérale. Tous les gens qui sont un peu stressés, en général, on sait bien qu'ils sont sensibles et au niveau de l'intestin et de tout ce qui est la sphère viscérale. Ou une autre manière d'expliquer la présentation clinique de la patiente qui a des douleurs lorsque l'on met des contraintes mécaniques au niveau de sa sacro-iliaque, c'est peut-être le codage prédictif qui est dérivé de la douleur bayésienne, qui est une théorie intéressante, qui vient dire qu'en fait tous les éléments, pas seulement une exception qu'on a à notre disposition, viennent influencer cette perception de douleur. Tout ce qui va être la croyance, le contexte, le sens, les expériences, les attentes, tout ça vont contribuer à une menace perçue, et cette menace perçue, plus elle sera grande, plus on aura des douleurs. La douleur bayésienne en laboratoire explique assez bien ce qu'on peut voir dans les expériences, et elle est capable de prédire la douleur qui va être perçue d'une manière assez acceptable. Donc du coup, c'est plutôt une bonne idée, une bonne théorie
Par exemple, si on met un stimulus visuel, comme par exemple une lumière, en même temps qu'on met une décharge électrique, si on matche ces deux stimulus ensemble, on arrive souvent à faire une plus grande prédiction de menaces, et donc du coup les patients ils expérimentent une douleur congruente à ces informations. Donc la quantité de nociception qui arrive au cortex cérébral n'est pas suffisante à déterminer s'il y aura de la douleur ou pas, et il est donc important dans nos prises en charge de mettre tous les facteurs de notre côté. Peut-être que la personne a une nociception normale en provenant de sa région sacroiliaque, mais que d'autres informations comme, par exemple, si on lui a dit que sa sacroiliaque était bloquée, augmentent la menace perçue et donc créent de la douleur. Une des dernières possibilités maintenant, c'est les facteurs psychologiques. On n'en a pas parlé encore, et du coup ça rejoint un petit peu tout ce qui est codage prédictif et douleur bayésienne, mais toutes les informations psychologiques, tous les facteurs psychologiques peuvent jouer un rôle, et de bien des manières différentes. Certains en changent la manière dont se fait la connectivité dans le cerveau, comme par exemple le catastrophisme, qui se caractérise un peu par des ruminations qui font que, sans arrêt, la douleur va revenir au premier plan, et qu'il va y avoir des difficultés à passer outre cette douleur. D'autres agissent carrément en libérant des molécules chimiques qui viennent bloquer carrément les récepteurs opioïdes endogènes, donc du coup qui font que par exemple on va avoir des opioïdes qui ne vont plus fonctionner, les systèmes normaux de diminution des douleurs ne vont plus fonctionner, ou de diminution de nociception, parce que du coup on a par exemple des faibles attentes. Et c'est assez puissant les faibles attentes pour par exemple totalement bloquer les effets de médicaments qui sont quand même 50 fois plus forts que la morphine, comme le fentanyl. Donc, dans les facteurs psychologiques qui existent, je vais en détailler deux. Je vais parler de la perte d'auto-efficacité et le catastrophisme. La kinésiophobie, les faibles attentes et les stratégies de coping, vous pourrez comprendre, je pense, assez facilement de quoi il s'agit. Donc, l'auto-efficacité, c'est le sentiment d'être capable de se prendre en charge seul pour une tâche spécifique. Et donc, quand on parle de la douleur, avoir le sentiment de se prendre en charge seul pour sa douleur, quand on regarde le questionnaire d'auto-efficacité de la douleur, ça ressemble à ça. Je peux apprécier les choses malgré la douleur. Je peux faire la plupart des tâches ménagères malgré la douleur. En gros, c'est être capable de gérer sa vie malgré la douleur, de mener à bien toutes les tâches de sa vie malgré la douleur, et sans prendre de médicaments. Donc ce qu'on veut, c'est que les patients soient capables, se sentent capables en tout cas, de accomplir toutes les tâches de leur vie malgré la douleur. D'après la Pain Catastrophizing Scale, on peut aussi extraire les caractéristiques suivantes du catastrophisme, c'est-à-dire que les gens qui vont avoir du catastrophisme vont se sentir incurables. Ils ne pensent pas qu'ils pourront guérir. Ils penseront tout le temps à la disparition de la douleur ou à d'autres expériences douloureuses, c'est les ruminations, et ils penseront que forcément leur douleur va empirer. Donc ces personnes-là, ça peut être intéressant d'essayer de mettre en place des stratégies pour qu'ils sachent que non, ils ne vont pas forcément empirer. Comme par exemple de faire une modulation de douleur à court terme. Donc cliniquement, la patiente présentera des signes des facteurs psychologiques et potentiellement des douleurs ailleurs, mais l'hyperalgésie étendue n'est pas systématique du fait de mécanismes largement différents mis en jeu. Donc en fait, on peut avoir des facteurs psychologiques qui sont présents sans avoir forcément mal partout. Et donc du coup, cette patiente-là, elle peut avoir des facteurs psychologiques qui jouent, et donc du coup, traiter ces facteurs psychologiques pourront peut-être l'aider. Qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette vidéo? C'est que la douleur est multifactorielle. S'occuper du plus de facteurs possible est sûrement nécessaire. Les facteurs mettent en jeu des mécanismes périphériques et centraux, et bien d'autres mécanismes que juste le système nerveux, mais aussi le système immunitaire et encore beaucoup de choses. Dans un soin, il est peut-être intéressant de, dans un premier temps, charger la zone sensible à la bonne dose. D'accord. Imaginons que l'inflammation de la sensibilisation périphérique joue. On sait que charger la zone peut avoir éventuellement une action, en tout cas ça ressemble, il y a des faibles données qui vont dans ce sens-là, que la charge sur les fibroblastes peut diminuer l'inflammation locale, si c'est fait à la bonne dose, et donc la sensibilisation périphérique. Utiliser des stratégies pour diminuer la nociception montante comme l'activité physique, qui va du coup activer les récepteurs opioïdes. Mais alors il y a d'autres choses aussi. Par exemple, même le TENS serait capable d'activer les opioïdes, donc le TENS n'est pas forcément une mauvaise idée. Faire pratiquer de l'activité physique pour activer les voies inhibitrices descendantes, d'accord? Donc ça, c'était pour éviter la chronicisation, selon Kathleen Suka. Donner le plus d'informations de sécurité possible. Pas que s'occuper de la nociception, mais tout est important. Notre manière de nous comporter, toutes les informations qui pourront pointer, dire qu'il y a éventuellement une menace ou au contraire que le patient est en pleine sécurité et que tout va bien aller.
et faire en sorte de rendre le patient auto-efficace, de diminuer son catastrophisme, ses peurs du mouvement et lui proposer des manières de réagir. Prendre en compte donc tous les facteurs psychologiques qu'ils peuvent avoir. Les manières de réagir, ce sont les stratégies de coping. Merci pour votre attention.